Bonjour à tous, j'espère que Bonjour. vous allez tous très bien. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez, si vous nous voyez bien dans le chat. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anaïs, chargée de communication chez Bivouac. Très souvent, pour les participants des directs, on me voit dans la partie chat. Aujourd'hui, je suis en présence de Sébastien, qui est responsable opérationnel et travaux chez Bivouac, et de Laurent, l'un de nos partenaires experts en DPE, présent sur Nancy. Donc, je vais vous partager mon écran et vous allez pouvoir voir la présentation que l'on vous a préparée. Donc, aujourd'hui, vous le savez, on se retrouve pour parler des grands changements dans l'investissement immobilier locatif liés au DPE. Donc, Laurent et Sébastien vont vous parler plus précisément de cette thématique. Moi, je suis juste là pour vous rappeler qu'à la fin du webinaire, on va avoir une offre exceptionnelle à vous présenter chez Bivouac pour tous les participants et qui aura lieu jusqu'à ce soir, 23h59. Donc, restez bien connectés. Et également pour vous expliquer le déroulé. Donc, pendant les 20 premières minutes, Sébastien et Laurent vont prendre la parole sur la thématique du jour. Vous allez pouvoir poser vos questions dans la partie questions juste à côté du chat et également liker les questions qui vous intéressent le plus. Ça permettra à Sébastien et à Laurent de répondre à toutes vos questions à la fin et de voir celles qui vous intéressent le plus. Et ensuite, je vous présenterai donc l'offre exclusive. Donc, dans un premier temps, Sébastien va vous parler de Bivouac et enchaîner sur la thématique du jour. Donc, effectivement, je vais commencer par vous représenter un petit peu Bivouac pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Bivouac est un service d'accompagnement pour les investisseurs, donc des investisseurs qui n'ont pas forcément ni le temps ni les connaissances pour investir dans l'immobilier. Et nous, donc, on a des responsables de projet sur le terrain qui vont se charger effectivement de faire la recherche de biens. C'est des experts, ils connaissent parfaitement leur ville et ils vont accompagner chaque investisseur dans le déroulé total de l'investissement. Donc, ça va passer par l'acquisition, les parties juridiques, les estimations de travaux, ces analyses DPE dont on va parler aujourd'hui, le suivi des travaux, enfin tout ce qu'on fait de façon individuelle juste à la mise en location du bien et sa gestion par un gestionnaire partenaire. Donc après, vous pouvez voir sur la carte effectivement toutes les villes dans lesquelles on est présent. Donc on essaye d'avoir un maillage cohérent de la France pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les villes ne présentent pas les mêmes caractéristiques et on va mettre en place avec vous des stratégies d'investissement. Donc, suivant votre stratégie, il sera des fois plus opportun d'aller à Rennes ou à Nancy ou à Marseille, chaque ville présentant des avantages différents. On va avoir tout un réseau, un maillage local de négociateurs qui nous permettent, nous, de trouver des biens off-market, de trouver un petit peu la pépite avant qu'elle aille sur le marché et de pouvoir nous faire le tri, parce qu'effectivement, on ne va pas présenter tous les biens qui existent, on va aller chercher uniquement les biens qui sont intéressants en effectuant des points de contrôle ou ce genre de choses. À aujourd'hui, Bivouac a 5 ans. C'est une société qui a été créée en 2017, qui est en pleine expansion. On a démarré, les cofondateurs étaient 2. Aujourd'hui, on est 34 collaborateurs. Demain, on a vocation à encore grandir et à se développer un petit peu plus en France pour aller chercher encore plus d'opportunités, plus d'investissements intéressants. Ça donne l'équivalent aujourd'hui de 250 investissements pour 62 millions d'euros. Donc, au niveau du sommaire, donc de la présentation d'aujourd'hui, effectivement, on va le décomposer en 3 parties. La première partie où on va vous expliquer ce qu'est un DPE et à quoi il sert. Dans une deuxième partie, les conséquences de ces changements. Comme vous le savez tous, il y a eu d'énormes changements au 1er juillet de l'année dernière. Donc, on va vous expliquer ces changements. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Et pourquoi ils ont été faits? Ensuite, on répondra à des questions qui nous ont été envoyées via la newsletter ou différents canaux. C'est des questions qui ont été le plus souvent posées. Donc, on essayera déjà d'y répondre. Et ensuite, vous pourrez poser, comme Anaïs vous l'a dit, vos questions sur le chat et on pourra vous répondre de façon personnelle à un maximum de questions. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par Laurent Rabéi.
qui est diagnostiqueur sur la ville de Nancy. Jusque maintenant, Bivouac n'était pas forcément accompagné de diagnostiqueurs. Pourquoi? Parce que les diagnostics sont faits par les vendeurs. Aujourd'hui, on se fait de plus en plus accompagner par les diagnostiqueurs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est eux qui vont être à même de réaliser les nouveaux DPE et de nous orienter, nous préconiser les travaux qui vont être nécessaires pour améliorer les notations. Donc, je laisse aujourd'hui Laurent faire la petite présentation. C'est lui le spécialiste. Et Laurent, quel est l'objectif d'un DPE? Alors, l'objectif d'un DPE, déjà dans un premier temps, c'est de pouvoir comparer les logements entre eux via deux étiquettes. Donc, la première étiquette qui se trouve sur la gauche, qui est liée aux dépenses énergétiques du logement, et la seconde qui est liée aux émissions de gaz à effet de serre. Bon, aujourd'hui, ces deux étiquettes sont étroitement liées. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur le slide suivant, l'étiquette énergétique en fait qui est représentée un petit peu plus bas sur le rapport, en milieu de rapport, donc contient effectivement les deux étiquettes que nous avons évoquées et la combinaison des deux est effectuée sur l'étiquette de gauche. Donc un petit peu l'aspect un petit peu vicieux de ce nouveau DPE, c'est que l'étiquette énergétique peut être très largement affectée par les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc effectivement vous pouvez voir que les deux étiquettes sont rassemblées en une sur le côté gauche du rapport. Tu peux peut-être nous expliquer, Laurent, comment est faite cette méthode de calcul? Alors, la méthode de calcul, en fait, elle est basée effectivement sur toutes les déperditions qui sont liées à l'utilisation du logement. Donc, on va prendre effectivement en considération toutes les déperditions, sol, mur, plafond, ventilation, le type de fenêtre, et inclut également aujourd'hui ce qu'on appelle les consommations annexes. Donc, les consommations annexes, ce sont l'éclairage et l'énergie utilisée pour faire fonctionner la chaudière, une pompe à chaleur ou une VMC. Voilà, effectivement, le classement énergétique est ventilé de la même manière qu'auparavant. Donc, sur un logement sur un classement de A à G. Voilà. Effectivement, donc d'autres aspects venir intégrer dans l'étude énergétique. Donc, effectivement, le confort d'été a son importance. On entend par confort d'été toutes les ouvertures et l'absence de volets qui pourraient en fait nuire au logement, qui pourraient créer éventuellement dans le temps la mise en place d'une pompe à chaleur ou d'une climatisation qui pourrait pénaliser encore plus les performances du logement. On va prendre effectivement aussi en considération la surface habitable du bien, qui sera prépondérant pour le classement énergétique final du bien. Voilà, alors la particularité sur cette nouvelle étude, c'est qu'effectivement, nous, en tant que diagnostiqueurs, on a un petit peu moins la main, on a un peu moins la possibilité d'appréhender et d'analyser un bien. Toutes les informations qui seront renseignées demain dans le diagnostic seront forcément issues d'une étude documentaire et non plus sur les dires des propriétaires, ce qui peut engendrer dans certains cas quelques difficultés par rapport au classement énergétique. Aujourd'hui, en l'absence d'informations, on va renseigner le fait que justement les informations ne nous ont pas été fournies, ce qui peut très largement pénaliser le classement énergétique du bien et souvent à tort. Des petites particularités au niveau des bâtiments collectifs, parce que c'est vrai que nous, nos investisseurs, ils vont avoir tendance à investir effectivement pour du locatif, donc dans des immeubles, dans des bâtiments collectifs. Donc, est-ce qu'il y a des particularités à savoir par rapport à une maison individuelle? Voilà. Alors, du coup, effectivement, les bâtiments collectifs vont être traités de deux façons différentes. Alors, on va prendre effectivement ceux qui possèdent un chauffage individuel. Donc, la méthode de calcul se fera de façon individuelle. Dans les bâtiments collectifs avec chauffage collectif, hier, effectivement, c'était traité en fait au millième. En fait, on allait appliquer une quote-part de l'ensemble des consommations de chauffage utilisées à l'appartement concerné. Aujourd'hui, la méthode de travail a un petit peu changé. On va individualiser, même dans le cadre d'un chauffage collectif,
ce qui fait qu'on peut avoir des disparités entre chacun des appartements, c'est-à-dire que selon l'environnement du logement, celui qui sera plutôt en rez-de-chaussée, en dernier étage, aura un classement énergétique qui sera pénalisé par rapport aux étages intermédiaires, alors que la méthode de calcul se fera de façon collective. Donc effectivement, le classement énergétique sera pénalisé par l'environnement de l'appartement, voilà. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne méthode de calcul. On va passer peut-être sur cette deuxième partie où on va effectivement parler des conséquences des nouveaux DPE, à savoir, pour rappel, les DPE étaient valables 10 ans. À partir du 1er juillet de l'année dernière, effectivement, ces DPE sont uniformisés. Il y aura plusieurs méthodes de calcul et ils vont être amenés à disparaître. Les derniers sont encore valables quelques années, mais ils vont être amenés à complètement disparaître pour laisser place à ce nouveau diagnostic. Et alors, quelles sont les conséquences de ce nouveau diagnostic en ce qui nous concerne, justement, sur l'interdiction à la location? Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va classer, même je dirais à partir du 1er janvier 2023, donc c'est demain. Donc on va prendre en considération les logements qui seront classés en G, qui seront à partir, pour certains des classements en G, donc de 420 à 450 kWh par mètre carré par an. Donc cela, on aura une certaine flexibilité jusqu'en 2025 pour la non-location de ces logements-là. Par contre, à partir des catégories supérieures à 450 kWh par mètre carré par an, dès le 1er janvier 2023, ils ne seront plus louables. Voilà. Et là, l'échéance suivante, ce sera donc la suppression définitive des logements en G en 2028 à ceux en F également aussi, qui ne seront plus louables à partir de 2028. Alors, au niveau des agences immobilières, juste peut-être une petite information. Effectivement, le DPE est déjà obligatoire aujourd'hui, plus ou moins appliqué, plus ou moins communiqué. Donc, dès cette année, l'information de la consommation énergétique excessive pour les notations F seront exigées. Et à partir de 2028, où effectivement, il y aura obligation d'informer sur le non-respect de l'obligation, c'est-à-dire que ça soit vraiment mis en avant par les agences au niveau de leur communication. Au niveau des questions, donc Laurent, les personnes qui sont abonnées à notre newsletter nous ont fait quelques remontées, à savoir donc la future notation de mon bien avant de faire les travaux. Comment savoir vers où on va, comment savoir si les travaux qu'on va faire sont suffisants, comment savoir s'il faut en faire plus et en savoir quoi faire, tout simplement. Donc, effectivement, la chose à prendre en considération dans un premier temps, c'est le nouveau, l'ancien DPE. Sur le nouveau DPE, effectivement, aujourd'hui, il y a différents bouquets de travaux qui sont proposés justement pour atteindre le niveau d'exigence qui est souhaité aujourd'hui pour que le logement soit toujours louable. Donc voilà, logiquement, se référer à ce document peut être satisfaisant. Et dans un second temps, pourquoi pas vous adresser au diagnostiqueur qui a fait ce travail pour avoir de plus en plus d'informations et éventuellement des simulations pour être sûr de ne pas faire des travaux inutiles. Donc on avait une question, mais à laquelle on a sûrement déjà répondu avant. C'est si le vendeur n'accède pas aux factures des locataires, comment cela se passe-t-il? Écoutez, il n'y a pas de problème parce que maintenant, ce système de calcul sur facture n'existe plus. Donc, il n'y a plus du tout besoin d'avoir accès aux factures de consommation des anciens locataires. Donc, quels travaux faire pour remonter de catégorie, sachant que Laurent, tu m'as bien expliqué que chaque appartement était particulier, qu'il fallait parfois y aller au cas par cas. Malgré tout, est-ce qu'il y a des grands axes ou des règles de base à respecter pour remonter cette classe énergétique? Le grand classique, c'est évidemment l'isolation des murs donnant sur l'extérieur. Attention aux appartements au rez-de-chaussée en dernier étage qui peuvent présenter des déperditions importantes, notamment par la fraîcheur apportée par une cave ou un grenier. Les chaudières qui justement dégagent beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, qui mécaniquement vont venir pénaliser le classement énergétique. Voilà, c'est des solutions assez basiques. Mais bon, le conseil d'un professionnel sera toujours utile avant de faire des travaux inutiles.
Alors, cette question-là peut peut-être plus m'être adressée, ou ces questions. On a souvent ce remontée de terrain, aussi bien chez nous par nos matchmakers, aussi bien nos responsables de projet sur le terrain, où c'est des questions qui sont aussi énormément posées à nos conseillers lors des audits, lors des mises en place des stratégies. On nous demande la nouvelle norme, est-ce que ça va être un élément de négociation du prix du bien? Quel est l'effet sur le prix? Est-ce que cela annonce des futures bonnes opportunités d'achat? Est-ce que leurs biens vont prendre de la valeur, perdre de la valeur? Donc, effectivement, c'est des questions très judicieuses. Et oui, un DPE dégradé va être vendu par un propriétaire, soit parce qu'il ne veut pas faire les travaux, parce qu'il a déjà amorti son bien, parce que c'est trop cher, parce qu'il ne veut pas s'embêter avec ça, ou parce que tout simplement, il ne pourra pas louer du tout. Donc, effectivement, ça pourra être un argument de négociation. Il faut savoir qu'on est malgré tout dans un contexte où les prix sont serrés, où les biens partent vite, où aujourd'hui, il y a encore une grande tension locative dans les villes et dans les emplacements intéressants. Donc, certains vendeurs ne sont pas encore prêts à entendre cette négociation. Malgré tout, il faut être factuel, les nouveaux investisseurs n'achèteront pas des biens en G au-delà du prix parce que les travaux seront obligatoires. Donc ça, c'est notre métier sur le terrain tous les jours. Et oui, on se sert aussi du DPE pour négocier les prix du bien. Il faut savoir que malgré tout, quand on part avec un appartement mal noté, ça veut dire qu'on va forcément faire des travaux, on va repartir sur un logement en très bon état, où on va partir sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je parle au niveau de la structure, donc on part sur quelque chose de beaucoup plus serein. Donc, il peut être important de partir sur une notation moins bien classée, faire les travaux et partir avec un bien intéressant et aussi pour lequel on sait qu'on va avoir une valeur de revente par la suite. Donc, je pense qu'on a répondu à la majorité des questions qu'on avait en suspens. Donc, on va passer effectivement aux questions-réponses. Et il nous reste une petite dizaine de minutes. Et par contre, Anaïs, vu qu'on est dans les problèmes techniques, si j'ai les questions, je les trouve là, parfait. J'avais vu des questions déjà passer sur le chat aussi. Je peux commencer à y répondre avant d'attaquer celles sur les questions-répondre. Alors, j'avais vu un appartement en chauffage tout électrique est-il relégué de base en classe E ou F? Alors, aujourd'hui, non. On se rend compte qu'effectivement, à isolation égale, l'électricité a tendance à prendre un petit peu le dessus. Alors, ce n'est pas seulement écologique, c'est aussi politique. Donc, on retourne vers des valeurs où on prône plus l'électricité que le gaz. D'ailleurs, sur les nouvelles réglementations thermiques aujourd'hui pour le neuf, le gaz est banni déjà. Bon, dans l'ancien, on a 60% du parc d'habitation qui est relié au gaz, donc on n'est pas prêt de s'arrêter, même si aujourd'hui, beaucoup de choses seront mises en question par rapport au gaz, notamment par rapport à la flambée et ce qu'on connaît un petit peu en ce moment. Donc non, l'électrique est devenu aujourd'hui une bonne solution. Alors, la contrainte de l'électricité, c'est que ça demande un très bon niveau d'isolation, une ventilation. Donc, ce n'est pas du tout un sujet à bannir, loin de là. Au contraire, on va y revenir. On peut peut-être rebondir sur ce que tu m'avais dit, c'est qu'effectivement, dans tes préconisations que tu fais sur les DPE, bien souvent, alors ton logiciel te propose de mettre des pompes à chaleur. Toi, tu me disais que tu enlevais l'électro-optimisation en fonction des contraintes. Voilà, c'est vrai qu'il y a différentes contraintes. À côté de bâtiments historiques, on ne voit pas trop comment on va pouvoir mettre une pompe à chaleur. En ville, ça devient un petit peu compliqué. Ça demande des autorisations de la copropriété. En monopropriété, c'est tout de suite plus facile quand on est propriétaire d'un immeuble complet. Par contre, voilà, c'est à utiliser avec des réserves, mais c'est vraiment une solution d'avenir. En tout cas, la pompe à chaleur en maison individuelle ou dans des logements collectifs dans lesquels c'est possible de le faire, on oriente très aisément les gens vers cette solution-là. Donc, pour résumer, la pompe à chaleur est la bonne solution. Encore faut-il pouvoir le faire au niveau des bâtiments de France, au niveau des copropriétés. Suivant les aléas ou les contraintes qui nous sont imposées. Et je rejoins sur j'enchaîne sur la question d'Anita qui est assez liée. Du coup, ça exclut les appartements anciens avec chauffage individuel gaz, par exemple. Du tout. On a des bons résultats en matière de classement énergétique avec le gaz. Bon, on sait que les chaudières à gaz sont plus adaptées dans les appartements
un peu ancien, type haussmannien, avec des plafonds à 3 mètres d'hauteur sous le plafond, la solution gaz est meilleure quand même que celle de l'électrique, surtout quand on n'a pas la possibilité d'isoler l'appartement, par rapport à des moulures, par rapport à des contraintes techniques, des fenêtres qui sont en hauteur de plafond. Voilà, donc la solution gaz n'est pas du tout à négliger, loin de là, elle n'est pas prête de s'arrêter. Et j'avais une question là, ici, qui a disparu sur les chauffages collectifs. Quand par contre c'est en collectif en gaz, est-ce que c'est handicapant ou pas? Non, pas du tout. Alors, c'est encore une fois du cas par cas. Si on a une chaudière des années 70 et une absence d'isolation au niveau de la copropriété, on aura des résultats catastrophiques. Mais un bâtiment qui a été fraîchement isolé par l'extérieur, avec une chaudière gaz récente, ça fonctionne très bien. On a des très bons résultats. N'hésitez pas, si vous voulez plébisciter les questions d'autres internautes, vous pouvez effectivement faire remonter les questions en mettant le plus d'annotations possible. Donc, vous avez accès vous aussi aux questions et on va essayer de répondre un maximum de questions, ou en tout cas celle qui a le plus d'intérêt. Donc, je vois celle de Gaspard, justement, qui parle de cette déconnexion entre le collectif et l'individuel. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Non, je ne crois pas, parce que, alors, à moins que ce soit dans l'accord commun au niveau de la copropriété, parce que les factures de fuel, vous allez toujours les payer à travers vos charges. C'est quelque chose dont on ne se débarrasse pas comme ça. Donc, du coup, vous allez payer le fuel collectif ainsi que votre clim réversible. À moins qu'effectivement, il y ait des calorimètres sur les radiateurs qui permettent d'individualiser effectivement votre système de chauffage. Mais en tout cas, il y aura toujours une part collective de fuel qui vous sera imputée. Enfin, la logique me semble comme ça. Après, est-ce qu'il y a des accords un peu particuliers qui ont été passés au sein de la copro? C'est à vous de le voir. Mais en pratique, comme ça, vous allez payer votre code-part quand même des fuels. Au-delà même de cet aspect, il y a l'aspect technique où on ne peut pas se séparer de… On peut éventuellement mettre sur certaines copros, sur les balcons, on le voit. Si la copro l'autorise, on peut mettre effectivement des clims réversibles sur le balcon. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais encore une fois, tout ce qui est électrique va systématiquement avec un bon niveau d'isolation. Autrement, ça ne marche pas. Donc là, on a des questions sur les aides, par exemple. Donc, les aides, c'est assez particulier. Moi, je botte en touche. Voilà, quelles aides de l'État prévues après le 1er janvier 2023? Elles vont être guère différentes de celles d'aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs aides. Il y a des aides liées au C2E qui existent déjà depuis longtemps. Vous avez tous entendu parler de l'isolation à 1 euro, ce genre de choses. Donc, ça existe. C'est cumulable et c'est déduit directement de la facture. Et après, il y a d'autres aides qui sont vraiment très particulières, qui vont être effectivement indexées un petit peu à vos revenus, indexées au package de travaux que vous faites. Donc, c'est vraiment, pour le coup, vraiment au cas par cas. Et les régions, effectivement. Et c'est pas non plus des aides exceptionnelles. Il y a des montages à faire aussi avec l'ANA. Au-delà des aides, il peut y avoir des prêts à taux zéro. Il y a des choses à faire. Mais aujourd'hui, il faut se rapprocher de MaPrimeRénov' ou ce genre de choses pour avoir des vrais conseillers. De la personnalisation, c'est très, très difficile de parler d'une généralité, en fait. Au niveau… Ouais, on a des questions qui se rejoignent aussi dans un environnement urbain dense avec des bâtiments antérieurs à 1946, parquet, moulures, cheminées, comment améliorer le DPE? On est dans le cas où c'est effectivement très compliqué de le faire. On ne peut pas baisser les plafonds, on ne peut pas isoler par l'extérieur. Par l'intérieur, encore moins, il y a des moulures, des cheminées. Voilà, là, je pense qu'il faut vraiment travailler sur une chaudière éventuellement. Enfin, voilà, c'est pas facile dans ces cas-là. Ouais, on peut jouer sur l'isolation intérieure. Souvent, on a des plafonds qui sont très hauts avec des moulures, donc on va affecter les moulures. Donc, c'est pas évident. Les bâtiments type haussmannien, on a vraiment beaucoup de difficultés à les traiter, cela. Dans le nouveau calcul de TPE, une distinction est-elle faite entre les différents types de chauffage électrique? Donc, c'est vrai qu'il y a de l'inertie sèche, de l'inertie fluide, du rayonnant, etc. Est-ce qu'il y a une différence? Et si oui, la meilleure. Sous le confort, effectivement, oui, il y aura une différence. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'énergie fluide a de moins bons résultats qu'un panneau rayonnant. Voilà. Par contre, ça, c'est quelque chose qui me surprend un petit peu. Mais effectivement, le logiciel, c'est comme ça qu'il va travailler. Donc, on va préférer mettre des panneaux rayonnants
pour le résultat énergétique. Par contre, pour le confort, il est bien évident qu'un radiateur à inertie sèche sera beaucoup plus agréable qu'un radiant. Parfait, merci. Je cherche d'autres questions. Ça répond sûrement. Ouais, est-ce que le simple remplacement des radiateurs électriques permettrait de passer de E à D? C'est difficile à dire comme ça. C'est vraiment... En général, non, je ne pense pas. On sera quasiment sur les mêmes valeurs énergétiques, quoi. Juste changer les radiateurs ne fera pas la différence, quoi. Il faut apporter quelque chose à travers une ventilation ou une isolation, quoi. Alors, ça a déjà répondu. Anaïs, on a le temps de répondre encore à une ou deux questions? Oui, encore une ou deux. Alors, éventuellement cette question, quel est l'avenir des appartements chauffés entièrement au gaz? Pour l'instant, il n'y a pas de directives qui sont prises, en tout cas pour l'ancien. Pour le neuf, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, sur une construction qui sort de terre, on n'aura plus de gaz, hein, c'est devenu interdit. Par contre, pour l'ancien, on y est encore pour une longue paire d'années, quoi. Beaucoup de questions sur le gaz, effectivement. Olivier qui nous dit, lorsqu'il s'agit d'une chaudière collective au gaz, par exemple, comment pouvons-nous modifier l'indice à effet de serre? Il voit un petit peu plus loin, il voit éventuellement en 2034 où la classe E sera interdite. Sur un chauffage collectif gaz, effectivement, là, toutes les préconisations se dirigent vers la copropriété, hein. Donc souvent les chaudières collectives gaz dans nos régions, en tout cas, sont souvent traitées sur les bâtiments des années 70, donc qui eux nécessitent effectivement l'isolation par l'extérieur de la toiture et des combles. Enfin, on voit beaucoup ce phénomène en ce moment, des grosses rénovations sur ces bâtiments-là. Effectivement, quand on parle de collectif, dans tous les cas, vous avez même tout intérêt à passer par une action collective. Il faut savoir qu'il va y avoir aussi plus d'aides. Les syndics aujourd'hui vont être habilités à faire des demandes d'aide collective et ces aides seront éventuellement décorrélées de vos revenus. Donc, le syndic sera à même de porter ces lourdes charges sur les façades ou autres, sachant que c'est réparti au millième. Donc, vous, ça ne fera pas forcément une énorme quote-part et ça sera, vous l'imaginez bien, de toute façon moins cher de faire une isolation, par exemple, par l'extérieur ou des toitures ou des chauffages collectifs une fois qu'on divise avec tout le monde. Donc, autant que possible, passer par une action collective, par votre copro, votre syndic. Il y a tout intérêt pour les aides budgétairement et puis même pour une cohérence d'ensemble. Il faut y aller quand il y a ce genre de projets qui sont émis en AG. Il y a quand même de grands avantages à y aller et voter pour. Répondre à Stan, éventuellement, effectivement, ça va m'y mettre. Donc là, juste pour lire la question de Stan, si pour un appartement actuellement classé F, la copro vote la réfection du toit et la mise en place de pose de panneaux mousse de polyuréthane de 120 mm d'épaisseur, c'est-à-dire le maximum, est-ce que ça peut changer la classe énergétique? Si on passe de 0 à 120 mm, je pense qu'on peut même en gagner 2. Si effectivement il y a déjà quelque chose en place, on vient y rajouter, l'effet sera moins important, mais si on passe de 0 à 120, effectivement, un classement est assuré, voire 2. Donc voilà, on peut des fois gagner avec la bonne forme, la bonne action, on est capable quand même très très significativement. Est-ce qu'on observe? Toujours en direct, oui, ça vient d'aller. Est-ce qu'on observe déjà un impact sur le... Vous m'entendez, Anaïs? Oui, moi je vous entends. Oui. D'accord. Est-ce qu'on observe déjà un impact sur le prix de l'immobilier, notamment pour les logements les moins performants? Plus ou moins. Il faut savoir qu'un appartement qui est en G, par exemple, et qui l'était l'année dernière, on n'a pas attendu les nouveaux DPE pour faire quelque chose. Un appartement en G, il y a quand même des fortes chances que ce soit un appartement qui soit en état moyen. Au-delà du fait de l'isolation et de tout ce qu'on dit, c'est déjà des choses dans lesquelles il fallait déjà prévoir des travaux. Il faut savoir que les locataires sont quand même assez exigeants. Ils regardaient déjà tout ça avant, ils regardaient déjà leur consommation. Ils n'ont pas entendu que l'État interdise le G que pour s'en occuper. Donc, nous,
on était déjà sur des rénovations sur les appartements G bien avant les modifications de l'État. Et donc, ces appartements en G étaient bien sûr déjà un petit peu moins chers. Et pour tenir compte de la réfection globale de l'appartement. En général, quand un appartement est en G, il n'y a pas que des problèmes de DPE, il y a aussi d'autres travaux à prévoir. Donc, il est effectivement un petit peu en dessous du marché, forcément. Est-ce qu'il existe des diagnostiqueurs qui proposent le service de simulation de l'effet de travaux? Alors, c'est fait, j'ai déjà pratiqué. Effectivement, quand on nous le demande, on est en mesure de le faire. Alors, au-delà d'aller dépenser de l'argent pour faire une simulation, logiquement, si le travail est bien fait par le diagnostiqueur, les dispositifs qui permettent de gagner des classes énergétiques sont bien renseignés, quoi. Voilà. Mais effectivement, une simulation, tout est possible, bien sûr. Et peut-être la dernière question à Fabio. Ça va être une réponse en plus un petit peu de Normand. Comment savoir quelle épaisseur d'isolant sera efficace pour passer de la note G à D? Tu me l'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment du cas par cas. Ça serait trop simple en fait de se dire déjà, il faut savoir s'il y a un mur extérieur, deux murs extérieurs, si ça tombe sur des communs. Alors, déjà, souvent quand on part de G, il n'y a pas qu'une action à mettre en place. En général, l'ensemble des actions à mettre en place, donc ça passe. Le GR intermédiaire, on n'en connaît pas beaucoup. Vraiment, les appartements qui posent problème, c'est souvent ceux qui sont en rez-de-chaussée, qui présentent le plus de déperditions. Donc, avec un plancher bas au-dessus d'une cave, des murs sur les communs, des murs sur l'extérieur. Donc, ces appartements-là nécessitent vraiment, bien souvent, une isolation globale, quoi. Donc, pour passer de G à D, il faut mettre en œuvre des grosses rénovations. Voilà. Donc, je crois qu'on a pu répondre à quasiment toutes les questions, donc c'est plutôt bien. Je pense que vous pouvez ne pas hésiter à continuer à poser vos questions et on y répondra de façon individuelle, si je ne dis pas de bêtises, Anaïs, et puis je te laisse la main pour la conclusion. Oui, merci Sébastien et Laurent pour avoir traité quasi la totalité de toutes les questions, effectivement. Comme je vous l'ai dit en tout début, on a une petite surprise pour vous. On a lancé une offre exclusive pour la formation Le Filon chez Bivouac. Donc, la formation Le Filon, c'est quoi? C'est une formation que l'on a créée pour vous aider à devenir investisseur dans l'immobilier locatif, puisqu'on sait que certaines personnes veulent investir de leur côté. Donc, pour vous guider pas à pas à travers 6 modules. Donc, de la définition de la stratégie, en passant par justement l'analyse d'un bien, comment lire ses diagnostics, faire les travaux, mettre en location son projet. Donc, on lance une offre exclusive de 50% avec le code promo qui est affiché juste ici sur l'écran. Je vais vous partager les liens pour pouvoir accéder à la page. Et l'offre a lieu jusqu'à ce soir, 23h59. Vous la recevrez également avec le replay. Effectivement, vous recevrez le replay juste à la fin et le lien aussi, si vous voulez prendre le temps de parcourir cette formation, notre page, et mieux comprendre ce qu'on propose, tout sera accessible. Hop, voilà, je vous envoie le lien. Vous pouvez le voir sur l'écran et le parcourir. Donc, j'espère que ce webinaire vous a plu. Merci encore Sébastien et Laurent d'avoir répondu à toutes les questions et d'avoir traité ce sujet qui est quand même très technique et nous qui était très demandé du côté de nos lecteurs de newsletters et de nos réseaux sociaux, effectivement. On reviendra vers vous pour de prochains épisodes dans les futures semaines. Voilà, j'espère que c'était très intéressant aussi pour vous. Merci Laurent, merci Sébastien. Merci. Et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.